Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver sur TLT pour votre journal. Bonsoir. Et à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 4 mai, l'expulsion de dizaines de personnes de logements publics qu'ils occupaient à Toulouse depuis bientôt 4 ans. Nouvelle opération de nettoyage des bords de Garonne. Et puis, il y avait du sport dans la ville rose et notamment les experts, les handballeurs 5 fois champions du monde, ont fait le show au Palais des Sports. Alors que se pose toujours la question cruciale de l'utilisation des bâtiments publics pour faire face à la pénurie d'hébergement et de logement, aujourd'hui à Toulouse, le ministère de la Défense a demandé devant le tribunal de grande instance l'expulsion des occupants de logements inoccupés donc depuis plusieurs années. Pascal Soler pour les détails. À quelques mètres de l'avenue de Muret, 30 appartements de 3 à 5 pièces, propriété du ministère de la Défense, étaient vacants. L'été dernier, le C10, collectif d'entraide et d'innovation sociale, a procédé à des réquisitions, un squat très organisé. Chaque appartement est occupé par 2 familles avec maximum 10 personnes dans un T5. Des familles sans papier pour certaines, d'autres qui ont connu des problématiques de vie. Toutes règlent leurs factures d'électricité, la majorité travaille et a des enfants scolarisés. Ils ont dû faire appel aux services sociaux et notamment au 115 pour trouver une solution d'hébergement d'urgence. Et ce sont des gens qui se sont vus à chaque fois opposer le refus d'une prise en charge et donc des gens qui étaient en demande d'hébergement d'urgence. À l'heure actuelle sur Toulouse, je crois que le délai anormalement long d'une procédure HLM, c'est 2 ans. Donc on peut imaginer une famille qui fait une demande aujourd'hui mais qui n'accédera au logement HLM qu'en 2017. Qu'est-ce qu'on fait de ces familles et qu'est-ce qu'on trouve comme solution pour ces familles d'ici là? Sébastien vit dans un T3 avec sa fille de 7 ans et une autre personne. Il y a quelques années, il a perdu tous ses biens dans l'incendie de la maison qu'il louait. Intérimaire, sans CDI, impossible de trouver un logement. Alors il a squatté par-ci par-là jusqu'à trouver ce logement provisoire. À présent, il suit une formation pour travailler dans le secteur social. Ça me permet qu'elle déjà elle soit stable afin de pouvoir faire ses devoirs, de pouvoir avoir un lieu périn ou voilà, de pouvoir faire à manger, toutes les tâches quotidiennes, de pouvoir voir un peu plus loin dans la vie que se demander tous les jours où c'est que je vais, où c'est qu'on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger. Vous savez, c'est pas évident de vivre dans des réquisitions comme ça. Hein. Vous savez pas, hein. Il y a eu des périodes où bah oui, la police vient, c'est traumatisant pour les enfants. Quand vous savez pas où vous allez aller, quand le bâtiment va fermer parce qu'il y a une procédure. C'est de savoir que y a 100 ou 150 personnes derrière qui vont peut-être se retrouver à la rue, c'est stressant pour tout le monde, autant pour les militants que pour les habitants. Et tout ça, non quoi. C'est vraiment le but, oui, c'est ça, c'est d'avoir un logement, d'avoir une stabilité et puis de bosser. 10 travailleurs sociaux, membres du C10, organisent la vie collective et aident les familles dans leurs démarches administratives, notamment pour trouver un logement. D'autant que le ministère de la Défense veut les expulser pour vendre le bâtiment en 2016. Tous souhaitent rester dans les appartements jusqu'à leur vente et espèrent que le tribunal d'instance prendra cette décision. Verdict le 1er juin. Et contacté par nos soins à plusieurs reprises aujourd'hui, l'avocat du ministère de la Défense n'a semble-t-il pas souhaité s'exprimer. Allez, on ouvre une page politique avec l'avocat toulousain Christophe Legvac qui part en guerre contre le projet de changement de nom de l'UMP. Je vous rappelle que son président, Nicolas Sarkozy, souhaite rebaptiser le parti Les Républicains. Christophe Legvac, avocat plutôt à gauche, va déposer dès demain auprès du tribunal de grande instance de Paris un recours en nullité contre la marque Les Républicains, justement, déposé par l'UMP. Il affirme en outre que sa pétition sur Internet a déjà recueilli plus de 5000 signatures. On écoute Christophe Legvac, joint par téléphone aujourd'hui par Jean-Marc Lucas. Républicain est un mot commun, un mot qui appartient à tous les Français, à tous les républicains. Et il n'est pas possible qu'un parti, quel qu'il soit, s'approprie ou s'arroge le monopole de cette expression. Ça serait différent si le mot était complété par un autre adjectif, par exemple républicain indépendant, républicain populaire. Là, ça ne poserait pas de problème parce que les choses seraient claires. Il n'y aurait pas de risque de confusion. La République a mis 2 siècles pour s'inscrire dans l'histoire de France et qu'elle appartient à tous. Les Républicains, c'est un mot commun, un peu comme si je déposais les journalistes, les avocats. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où j'ai déposé un mot aussi générique, je vais priver d'autres personnes de l'utilisation. Le vote de l'UMP concerne l'UMP. Moi, je ne suis pas à l'UMP et peu importe, ça n'a aucune valeur en droit. En droit, nous allons saisir la justice pour que le mot les Républicains reste libre de droit. Donc, soit l'UMP nous explique qu'elle renonce à cette marque définitivement et que donc elle réclame
réclament la radiation, mais dans ce cas-là, on arrêtera tout. Soit il n'y a pas de radiation, il y a une incertitude. Dans ce cas-là, on continuera parce que personne ne peut s'approprier le beau mot des Républicains. Dans le reste de l'actualité toulousaine de ce lundi, le nettoyage des bords de Garonne à l'initiative de la mairie de Toulouse et de l'association Unicité. L'opération a eu lieu ce matin sur 10 sites, dont la coulée verte des Amidonniers, et ce, grâce à l'engagement de 80 volontaires du service civique. L'opération d'aujourd'hui faisait suite à celle d'octobre dernier, qui avait déjà permis de collecter 6 mètres cubes de déchets. Marie Larpent. Pinces, gants, gilets et sacs poubelles. Équipés de leur tenue de combat, les équipes partent traquer les déchets en tout genre qui polluent les bords de la Garonne. Le gros problème, c'est les déjections canines. Quelques préservatifs dus aux prostituées qui se sont déplacés, vu qu'on les a chassés de certains endroits. Et puis les bouteilles, les canettes et tout ça, quoi. Voilà. Dans les rangs, 88 jeunes volontaires du service civique, des membres des services municipaux et des bénévoles. Mais ce qui m'a incité, c'est que moi je pars du principe que cette eau-là, elle passe dans notre robinet. Donc si on peut éviter de faire trop de nettoyage, façon de parler, en ramassant tout ce qui est plastique. Une couverture comme une bouteille de bière, des bouteilles de coca, des bouchons, des t-shirts, de tout. Vraiment. Ça m'étonne beaucoup en fait, plus qu'autre chose. En octobre dernier, comme Victoria, 8 volontaires du service civique avaient déjà mené une opération pilote de nettoyage. Les jeunes avaient alors fait part aux services municipaux de leurs remarques et de leurs idées qui sont aujourd'hui à l'étude, comme celle-ci. De repeindre en fait les poubelles, les buses, donc de les faire mettre une couleur beaucoup plus vive ou éventuellement de les décorer avec justement un effet qui tape un petit peu à l'œil. Actuellement, elles sont peintes de façon à ce que justement elles se fondent dans le paysage. Mais de les peindre d'une couleur un petit bleu, agrémenté peut-être de dessins, ça pourrait forcément inciter les gens à avoir l'œil et les voir plus rapidement, des fois. En fin de matinée, les premiers sacs poubelles sont regroupés. Pour la mairie, cette journée est une réussite, mais il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut que les gens prennent conscience que la propreté, c'est l'affaire de tous. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que la Garonne, comme les canaux, ce sont des jardins sans frontières. Et ces jardins, quand on pénètre dans un jardin, on a envie d'avoir quelque chose de propre. On a envie de s'asseoir n'importe où. Tandis que là, on se pose des questions de savoir ce qu'on va y trouver. Pourtant, on n'abandonne pas impunément ces détritus. Le jet de papier ou de mégot est passible d'une amende de 35 €. Le dépôt sauvage de déchets coûte 450 € en cas de récidive. Et l'amende peut s'élever à 1 500 € si le dépôt est effectué avec un véhicule. Et ce sont au total 150 personnes qui ont participé à cette opération de nettoyage aujourd'hui. Près de 5 mètres cubes de déchets ont ainsi pu être ramassés. C'était la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril dernier, ce handicap qui touche 500 000 personnes en France, 20 000 personnes dans notre région, alors qu'a été lancé le 3e plan autisme 2013-2017 et que la France est régulièrement épinglée pour ne pas prendre en charge les enfants et les adultes autistes de manière suffisamment précoce et adaptée. Où en est-on justement à Toulouse dans la prise en charge de l'autisme? TLT vous propose demain soir, juste après le journal, un débat consacré à ce handicap. On en regarde un extrait tout de suite. Aujourd'hui, on est encore dans des inégalités de territoire, parce qu'on peut dire qu'à Toulouse, on est relativement bien doté, mais c'est pas vrai au-delà du département de Haute-Garonne. Doté pour les maisons de prise en charge, pour les prises en charge et même pour le diagnostic, c'est-à-dire que partout en France, on peut pas dire que les familles puissent avoir accès en fait au diagnostic. Généralement, les enfants sont diagnostiqués autour de 7 ans, 5-7 ans. Parce que jusqu'à présent, les pédiatres n'étaient pas formés à ça, donc ils n'étaient pas au fait des signes cliniques de l'autisme, puisqu'aujourd'hui, l'autisme n'est diagnostiqué que par des signes cliniques, ce n'est pas génétique, donc ils n'étaient pas au fait de ça, donc ils ne pouvaient pas orienter vers les bons professionnels qui pouvaient diagnostiquer. Les outils, ils existent, le problème c'est la formation des pédiatres. Jusqu'à pas si longtemps, bon nombre de pédiatres n'avaient pas entendu parler dans leur formation, en fait, du mot autisme, du handicap de l'autisme. Votre petit garçon est scolarisé aujourd'hui à mi-temps, il est en CE1, il a un très grand sens de l'humour, m'avez-vous dit, et des intérêts très variés, les histoires, les sciences, la BD, les États-Unis.
Et surtout, il est extrêmement doué en dessin. On va voir des dessins que Pablo a réalisés. Ça, c'est la classe idéale, par exemple, selon Pablo. Oui. Tu peux... C'est Spirou. Ouais. C'est Spirou. Tu aimes beaucoup Spirou. Ouais. Et là, c'est une école que je crée. Ouais. Ça, c'est ton école idéale. Voilà, ça, c'est un dessin qu'il a réalisé en classe. Parce qu'en classe, il passe beaucoup de temps à dessiner, comme il s'ennuie. Bon, même s'il a des difficultés en lecture, en français, par contre, il est très très en avance dans les matières plus scientifiques. Vous disiez que Pablo ne parlait pas jusqu'à 5 ans. Derrière, il y a sa grande sœur, Anna. C'est toi qui es la première confidente de Pablo. Et c'est grâce à Anna qu'il a commencé à parler, c'est ça? C'est vrai, parce qu'elle lui parlait beaucoup dans la voiture. Elle lui nommait les choses. Et donc, comme ça, progressivement, Pablo, d'abord, il s'est créé un langage qui comprenait tous les deux. Et petit à petit, voilà, il s'est mis à parler, à échanger. Voilà la prise en charge de l'autisme. Où en est-on à Toulouse? Un débat à ne pas manquer demain après ce journal, 19h15. On ouvre une page sport avant de se quitter avec tout d'abord du handball. Les experts qui étaient en visite dans la Ville Rose hier. Les handballeurs champions du monde 5 étoiles ont fait le show au Palais des Sports. Samuel Prieur. L'équipe de France de handball était de passage hier à Toulouse. Le Palais des Sports André Brouat a fait le plein, plus de 4200 spectateurs, tous acquis à la cause des experts. J'aime bien l'équipe en elle-même. Karabatic, c'est vraiment une passion, j'adore. Et me retrouver à côté des Karabatic, des Narcisses, des Guigou, moi j'avais été vraiment frappé par leur simplicité et le fait de se mettre aussi à la portée de tout le monde, et ça c'est super. Accessible avec leurs supporters, mais inaccessible pour la Macédoine. L'équipe de France de Claude Onesta n'a pas fait de détails pour s'imposer 35-24 face à cette nation montante du handball. Victoire et au passage qualification pour le prochain Euro en Pologne en janvier 2016. Que l'on suivra évidemment. Un mot de football à présent avec le TFC qui a sombré quant à lui à Monaco au stade Louis II. Les Toulousains ont été battus 4-1, un scénario cruel avec le premier but encaissé dès la 8e minute. Égalisation des Toulousains avec Braithwaite avant une décision arbitrale très contestable, le pénalty contre Toulouse. Les Monégasques ont ensuite ajouté 2 buts en seconde période. Défaite amère donc pour les joueurs de Dominique Arribagé. Et voilà, au classement, vous le voyez, les Violets reculent au 16e rang de la Ligue 1. Le premier relégable, Évian, n'est quant à lui qu'à 2 points à 3 journées de la fin du championnat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TLT. À bientôt.